Yes, hello à tous. Aujourd'hui, je suis dans les bureaux d'Hilarious, une agence basée à Bruxelles, pour parler d'une thématique hyper intéressante. J'ai pu rencontrer Smaranda, qui est Content Strategist au sein de cette agence, et on a pu aborder la question du live shopping. Donc, dans ce podcast, on explique qu'est-ce que c'est que le live shopping, comment est-ce qu'on fait pour en organiser un, concrètement, donc comment est-ce qu'on fait pour choisir la plateforme, le réseau social qu'on utilise pour mettre en avant ses produits, pour organiser une session de vente en live, quel est le budget qu'on doit prévoir, qu'est-ce qu'il faut prévoir en termes de technique pour bien organiser un live. Donc on aborde toutes ces questions pratiques, en plus de parler des erreurs à éviter pour mettre en place un live shopping. On aborde également la question de savoir d'où vient cette tendance du live shopping. Spoiler, ça vient de Chine. Et quand est-ce que ça va arriver en Europe et pourquoi est-ce que les marques doivent se pencher sur cette question. Et donc à la fin du podcast, en écoutant la vidéo en entière, vous saurez exactement ce que c'est que le live shopping, pourquoi vous devez vous intéresser à cette question et quels sont les différents éléments à mettre en place pour organiser votre première session de live shopping. Je vous souhaite une excellente écoute, un très bon visionnage et à bientôt dans un prochain épisode. Je te propose qu'on commence. Salut Smaranda. Bonjour Pancrète. Bienvenue sur le podcast de Sortlist, Beyond Marketing. Je suis très content de te recevoir. Ici, on est chez Hilarious, donc l'agence dans laquelle tu travailles. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intéressant, qui est le sujet du live shopping. Avant qu'on rentre dans le sujet, je vais peut-être t'inviter à te présenter, nous expliquer qui tu es, quel est ton poste chez Hilarious et quels sont les services que l'agence propose. Ouais. Alors, je m'appelle Smaranda, je suis Content and Performance Stratégiste ici chez Hilarious. Hilarious, c'est une agence digitale créative. On a vraiment un grand focus sur la relation avec nos clients. On essaie avec eux d'appliquer la règle des 3 E. Donc, on va réaliser des expériences qui vont générer des émotions parce que pour nous, c'est vraiment important. Et avec ça, on va créer de l'engagement. Okay. Du coup, c'est vraiment ce temps de contact entre une audience et une marque qui, pour nous, est essentiel dans le digital. On voit que, par exemple, sur les plus de 500 activations qu'on a créées, les gens restent quasiment 2 minutes en contact avec nous, ce qui, en traditionnel média, nous coûterait énormément. Et nous, digitalement, on arrive vraiment à créer un échange entre l'utilisateur et la marque. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on privilégie énormément, alors qu'habituellement, les gens vont plutôt privilégier des impressions, des CTR pour voir si leur campagne a fonctionné. Mais nous, c'est vraiment ce temps, ce contact qu'on privilégie. Donc voilà. Et après, on fait vraiment tout ce qui est réflexion sur mesure. On a vraiment une bonne patte créative. On travaille beaucoup sur la gamification avec la plupart de nos clients. Et après, bien évidemment, tout ce qui est performance, bienveillance et transversalité. C'est vraiment nos valeurs principales ici. C'est hyper intéressant que vous mettiez l'accent sur l'engagement des clients de vos clients du coup, et pas juste l'impression, la visibilité, le click-through rate, etc. Ouais. Et que vous utilisiez la gamification pour maximiser cet engagement. Ouais. Je trouve que c'est un positionnement qui est intéressant en tant qu'agence. Vous avez d'ailleurs rédigé un article de blog sur la gamification qui est disponible sur le blog de Sortlist. Donc pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et dans tous les services que vous proposez, il y a le live shopping justement. Donc c'est quelque chose vers laquelle, admettons que moi je sois directeur marketing pour une boîte et que je veux faire un live shopping, je peux venir vers Hilarious pour en organiser un. Ici, je te propose qu'on commence par expliquer exactement ce que c'est qu'un live shopping. D'accord. En quoi ça consiste exactement. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est qu'un live shopping? Alors le live shopping, c'est un peu le téléachat 2.0, ce que nos mamans et nos grands-mères, et nos papas aussi, regardaient à la télévision et vous voyez les gens essayer les produits. C'est ça, mais en version digitale. Donc c'est des sessions vidéo où un présentateur, que ce soit quelqu'un de la marque ou un influenceur, va présenter les différents produits et ses avantages, parfois aussi donner des promotions. Donc c'est vraiment intéressant. Et on voit que c'est déjà utilisé par 62% des consommateurs chinois. Okay. Donc c'est vraiment un outil qui va déferler, à mon avis, en Europe dans les prochaines années. Donc c'est majoritairement en Chine que c'est utilisé? Oui, en Chine, en fait, les réseaux sociaux ont été créés de sorte à ce que ça favorise cette utilisation de live shopping. Et maintenant, on voit par exemple que Instagram, maintenant TikTok, commence à s'y mettre aussi à pouvoir autoriser les transactions en fait, directement via la plateforme. Ok. C'est intéressant. Donc ça veut dire qu'en gros, les réseaux sociaux dans ce pays sont, les fonctionnalités que ces réseaux proposent sont conçues pour permettre de voir un produit et de directement l'acheter
sans sortir de la plateforme. Donc on n'est pas Exactement. renvoyé sur un e-commerce extérieur. On n'est pas renvoyé sur un e-commerce extérieur et on reste vraiment dans l'univers de la marque tout le temps en fait. Ok. Donc on a le live où on voit le produit et puis sur le côté on peut voir la fiche produit avec les infos et le paiement directement. Donc pour un achat impulsif en 2 secondes et c'est fait quoi. Ouais, c'est dingue. Et donc j'imagine que ça se connecte avec WeChat Pay ou ce genre de trucs. Voilà. Et, ouais, ok. Et le marché, à mon avis, est un peu plus, alors je ne sais pas si éduqué c'est le bon mot, mais peut-être que les Chinois ont plus l'habitude de faire ça que nous en Europe. C'est ça, c'est aussi une autre culture par rapport à tout ce qui est achat sur réseaux sociaux, notamment avec WeChat Pay où ils peuvent vraiment tout payer avec leurs réseaux sociaux quoi. Ok. C'est ça qui est assez impressionnant en Chine. Ouais. Mhm. Et tu as des exemples de réseaux qui. Parce qu'on a mentionné TikTok, mais là-bas c'est TikTok. Douyin, non? Pardon? C'est Douyin là-bas, Oui, s'appelle oui, pas c'est TikTok. ça. Ok, mais c'est la même boîte. Oui, le chinois, puis Musical.ly, puis c'est devenu TikTok. Et là, donc maintenant, depuis hier, en fait, Mhm. TikTok a ouvert toutes les options de publicité et d'advertising à la Belgique. Ok. Ils ont fait une grande conférence à ce sujet. Et Instagram le permet aussi petit à petit. C'est Ouais. intéressant. Et donc, tout ce qui est live sur Insta peut passer en live sur Facebook. Donc tu as beaucoup plus de transversalité entre Voilà. les réseaux de la fonctionnalité, quoi. C'est ça. On Ok. verra si Twitter, à mon avis, bon, ils sont toujours un petit peu à la traîne. Et vu qu'ils ont revendu Periscope entre-temps, peut-être Ouais. que ça reviendra. Mais Mais tu as une Voilà. espèce de tendance où tous les réseaux se copient plus ou moins. Il y a eu Clubhouse et puis TikTok, enfin, Twitter a mis en place les fleets, je pense. Enfin, Ouais. des rooms aussi où tu peux échanger. Enfin, quand un réseau social fait quelque chose et que ça marche, en général, les autres ont tendance à Ouais. suivre. Alors, donc, Instagram et Snapchat, c'est le meilleur exemple Ouais. pour les stories. En 2 secondes, tout le monde les avait. C'est Maintenant, ça. ils ont les Reels. ouais, Voilà. c'est fou. Ouais. Mm. C'est presque. On se demande comment c'est légal, limite, qu'ils puissent recopier comme ça Des tous features tous comme les ça. concepts. Ouais, c'est dingue, hein, Ouais. honnêtement. Donc hyper intéressant. Donc en gros, c'est du téléachat 2.0. Donc Voilà. c'est comme avant à la télé, le dimanche matin, on regardait, je sais plus comment ils s'appelaient ces animateurs qui testaient le nouveau mixeur, quoi. Et puis tu pouvais acheter en téléphonant. Ouais. Là, je suis sur TikTok, Instagram, il y a quelqu'un en live qui teste des produits. Et si ça me plaît, je peux les acheter directement. Touching. C'est Ok. parti. Ok. Est-ce que ça s'applique à tous les types de produits, toutes les industries? Est-ce que peu importe la boîte, est-ce qu'on peut potentiellement envisager de faire un live shopping ou il y a des produits auxquels ça se prête plus? Alors, pour l'instant, la tendance, elle est vraiment sur la mode et le maquillage. Mais je pense que n'importe quel produit peut s'y vendre à partir du moment où on réussit à en parler, à montrer ses avantages, à montrer son application en ligne. On sait vendre plus ou moins tout et n'importe quoi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de limite de ce point de vue-là. Ouais. Je pense que si c'est tellement performant en termes de mode et de beauté, c'est parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent. Ouais. Et donc, ils utilisent le reach des influenceurs dans les lives pour présenter les produits. Après, un influenceur tech qui présenterait des nouveaux produits pour une marque de tech, à mon avis, ça fonctionnerait tout aussi bien, sans problème. Oui, c'est ça. Donc ça dépend, enfin c'est intéressant que ça dépende de la quantité d'influenceurs ou de créateurs de contenu et que ce soit par cette entrée-là que ça se fait. Mais en fait, nous, en tout cas, c'est quelque chose qu'on conseille, c'est d'utiliser des influenceurs ou plutôt des micro-influenceurs qui vont avoir leur propre audience qui est qualifiée, qui est vraiment engagée envers eux et de les utiliser un peu comme des ambassadeurs de la marque pendant le live. Parce que, par exemple, sur Instagram, maintenant, on peut faire les posts en featuring et donc on verrait les 2 noms des personnes et donc tous les likes et les commentaires seraient démultipliés. Et donc pour l'annoncer, c'est parfait. On atteint le reach des 2 et après le live, on envoie une notification à tous les gens qui suivent la marque. Ouais. Après aussi, maintenant, Instagram permet d'avoir 4 personnes en live en même temps. Donc ça voudrait dire 4 personnes qui envoient une notification à leur communauté. Et donc l'influenceur n'a pas besoin d'être dans la même salle que la personne qui crée le live. Okay. Pour faire le live shopping. Et du coup, ça se manifeste comment? Tu as un écran avec 4 fenêtres? Ouais, c'est ça. Okay. Un peu comme un FaceTime. Ouais. Et les 4 personnes ne sont pas obligées... la personne qui lance le live doit rester là tout le live, mais les 3 autres peuvent switcher pendant la soirée. Et à chaque fois que la personne arrive en live, toute sa communauté a une notification. Donc c'est vraiment une belle manière d'activer ça. Quoi. Je vois. C'est un petit peu comme au début d'année quand il y avait Clubhouse qui explosait. Ouais. Tu lançais une room. Tous tes followers recevaient une notification, machin, à créer une room. Et quand quelqu'un rejoignait, les followers de cette personne. Mais toi, en tant que créateur de la room, tu devais rester jusqu'au bout parce que si tu partais, la room se fermait, à moins que tu nommes un nouvel administrateur. Ouais. Ok, compris. Hyper intéressant. Ce qui a valu un peu la perte de Clubhouse parce que les gens en avaient marre d'avoir tout le temps des notifications. Je pense que ça a pu jouer. Je me demande si
l'évolution de toutes les restrictions qu'on a eues n'a pas joué aussi. Le fait qu'on puisse à nouveau se voir en vrai n'a pas eu un impact à ce niveau-là. Enfin voilà. Un truc intéressant que tu as mentionné, donc travailler avec des influenceurs. Une notion importante, c'est qu'il y a une relation de confiance. Quand tu suis un influenceur et qu'il fait un placement de produit, ou que ce soit sur YouTube, Instagram ou quoi, tu auras plus tendance à potentiellement acheter le produit parce que tu fais confiance à cette personne. Ça veut dire que, en tant que marque, si tu te lances dans l'aventure du live shopping, tu n'as pas intérêt à le faire qu'une fois. Tu as intérêt à le faire plusieurs fois. Parce que si tu le fais qu'une fois et que la relation de confiance s'élabore progressivement au fur et à mesure que tu as de la répétition et que tu revois la personne, etc. Donc c'est une campagne que tu dois prévoir sur plusieurs mois. C'est du long terme, et même en fait, ce qui est assez intéressant, notamment avec Instagram, c'est que dans les best practices d'Instagram, idéalement pour être boosté par l'algorithme, il faut faire un live par mois. Ok. L'algorithme va vraiment favoriser ce live par mois et booster la marque grâce à ça. Ouais. Donc ça, c'est assez intéressant, mais clairement, c'est pas quelque chose à faire en one shot. Ouais. Il faut bien sûr l'essayer au moins une fois, mais les gens vont se dire « Ah, c'est intéressant, ils le font, quand est-ce que c'est le prochain? Est-ce que je pourrais en avoir d'autres? Est-ce que ces avantages que j'ai eu une fois, s'il y en a, est-ce qu'ils vont se répéter ?» Et en fait, c'est quelque chose que si on le fait qu'une seule fois, les gens vont se dire « Ah, ça n'a pas fonctionné, hein, vous avez arrêté. » Donc, c'est vraiment une relation à construire avec les gens qui vont aussi en parler autour d'eux. C'est aussi une relation qui se fait beaucoup par le bouche à oreille. Donc, c'est, comme tu dis, vraiment quelque chose à faire sur le long terme, en plusieurs étapes. Et aussi, au début, ce sera peut-être un peu plus simple. Simplement, la caméra posée devant toi et tu expliques. Et après, tu peux commencer à expérimenter avec des options plus digitales, avec des backgrounds dynamiques derrière toi, avec vraiment des univers différents que juste une personne devant sa caméra qui essaye du maquillage, quoi. Oui, c'est ça. Tu peux monter au niveau progressivement au fur et à mesure, en fait. Mais commencer au niveau max, c'est un peu dommage parce que tu n'as pas un peu vu les réactions que tu peux avoir. Autant élaborer au fur et à mesure et justement, les viewers vont se dire et la prochaine fois, comment est-ce qu'ils vont augmenter le niveau et faire un live encore plus divertissant, encore plus captivant. Qu'est-ce qu'ils vont présenter comme produit, et même pour toi en tant que marque, tu n'as pas forcément intérêt à directement aller taper dans un budget énorme sans avoir eu la preuve que ça peut être intéressant pour toi, pour ton produit, pour ton audience. Bien sûr. Donc c'est intéressant de se dire ok, on commence petit, on teste une session, on voit les retours qu'on a, et puis si ça marche, on en refait un le mois suivant et puis on augmente le niveau petit à petit. En sachant que faire un live shopping, c'est un vrai métier. Je lisais des articles en préparation au podcast pour un peu me former à ce sujet. Et j'ai lu un article de Connie Chan, qui est une partenaire chez Andreessen Horowitz, qui est un fonds d'investissement aux États-Unis. Et elle écrit un article sur le futur du e-commerce. Et elle dit que le futur du e-commerce sera vraiment 100% vidéo. Et donc elle parle justement du live shopping en Chine. Et là-bas, c'est impressionnant parce que tu as des vraies équipes, tu as des studios équipés pour le live shopping. Tu as des animateurs qui sont spécialisés dans le live shopping, puisque c'est un métier de pouvoir se mettre en face d'une caméra, présenter des produits, être divertissant. C'est pas similaire à ce que font les influenceurs sur Instagram, où on pose devant un appareil photo et puis il y a de la retouche, etc. C'est beaucoup plus similaire à ce que font les gens sur Twitch, beaucoup plus sur Twitch que sur YouTube, parce que YouTube, tu as du montage. Là, c'est du live. Oui, YouTube live, mais ça fonctionne un peu moins bien. C'est ça. Donc, si on monte en niveau, si une boîte décide de monter en niveau et d'aller investir plus en live shopping, il faut vraiment être conscient du fait que ça demande une vraie organisation et que ça demande des vrais moyens, en fait. Complètement, et c'est vraiment un budget à prévoir à part entière dans son plan de communication, parce que si on ne peut pas lancer un live comme ça et ne compter que sur la notification que les gens vont recevoir, si on choisit Instagram comme médium. Ouais, ok. Avant qu'on rentre vraiment en détail dans le comment on organise un live shopping en tant que boîte, parce que je pense que c'est intéressant d'en parler. Fondamentalement, quel est l'intérêt d'organiser un live shopping? Par exemple, si je compare, admettons, je suis une marque de vêtements, je suis un Bonne Gueule ou Asphalt et je vends des vêtements de qualité. Quel serait mon intérêt d'organiser un live shopping au lieu de juste faire, je sais pas moi, une campagne Facebook Ads qui renvoie vers une page e-commerce et je vends mon produit comme ça? En fait, quel est l'avantage entre guillemets du live shopping par rapport à des moyens plus classiques, si je peux dire? Ça va en fait vraiment créer une interaction avec les gens qui te suivent, qui aiment ta marque, parce que
ils vont avoir la possibilité en direct de poser des questions et d'avoir la réponse en attendant un petit peu. C'est aussi une manière, s'il y a plusieurs personnes autour de la table en train d'essayer les vêtements, on peut par exemple voir le vêtement sur différentes corpulences, si c'est un maquillage sur différents teints de peau. Et ça permet en fait de vraiment ouvrir une variété de possibilités. On voit le produit vraiment dans la vraie vie. Pas juste, oui bien sûr, tu pourrais filmer la vidéo du mannequin qui marche, mais c'est moins authentique. En fait là, on le voit bouger, on le voit être utilisé réellement, et vraiment cette construction de la relation avec le viewer qui va être beaucoup plus engagée à nouveau avec la marque. Ok, hyper intéressant. Donc tu peux plus t'engager avec la marque, tu peux poser tes questions en direct, tu peux voir l'utilisation du produit. Et je pense aussi que la vidéo a un avantage, c'est que c'est beaucoup plus, ça t'offre beaucoup plus de possibilités qu'une simple photo ou qu'une simple campagne Facebook Ads, dans le sens où tu peux présenter le produit sous différents angles. Je reviens sur l'article de Connie Chan, je le mettrai en vidéo, je ferai un print screen, où elle présente un peu tous les différents usages ou tous les différents types de vidéos que tu peux avoir sur TikTok pour présenter des produits. Et il y a vraiment, vraiment plein d'exemples différents. Tu peux montrer comment le produit est fabriqué. Tu peux faire un time-lapse qui montre comment tu vas de la matière première au produit terminé. Et ça, c'est quelque chose d'hyper captivant pour les viewers parce que tu as le choc de l'avant-après en fait. C'est hyper intéressant de voir comment le produit est fait. Et ça montre l'authenticité aussi de la marque. Le fait de montrer le processus de création, ça te prouve que tu as respecté les gens qui travaillent avec toi aussi. Tu montres leurs conditions de travail et tu montres... Au pire, si tu n'es pas une marque parfaite, personne n'est parfait, tu montres tes défauts, mais ça va justement captiver les gens de voir, ok, ils ne sont pas parfaits, moi non plus, mais ils sont authentiques. C'est ça. Et ça te montre un peu les coulisses de la marque. Donc tu peux faire ça, tu peux aussi faire des unboxings, montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans la boîte quand tu vas le recevoir chez toi, comment le produit se présente une fois que tu ouvres la boîte. Tu as le processus de manufacturation, on vient de le dire. Donc, tu peux aussi faire des tutoriels si tu vends un produit, comment l'utiliser, tu montres exactement comment il fonctionne. Enfin, il y a plein de façons différentes de présenter un produit sous la vidéo, en utilisant la vidéo, qui ne sont pas présentes avec une photo ou une campagne Facebook Ads. Ok, donc là j'ai l'avantage, je vois pourquoi je peux faire un live shopping et en quoi c'est intéressant en tant que marque. Maintenant, comment on fait admettons, j'appelle Hilarious, je veux faire un live shopping. Comment on fait? C'est quoi les étapes à suivre concrètement? Alors la première chose, on va se demander sur quel va être le support idéal pour la marque. Est-ce que c'est le premier live shopping qu'on fait? Si oui, alors on va plutôt favoriser des canaux de réseaux sociaux où on a déjà un reach présent, une audience qui est habituée à interagir avec la marque. Donc là, on va utiliser de l'Instagram ou du TikTok. TikTok Live, la folie. Tu swipes, tu en as plein, et tu t'arrêtes quand ça t'intéresse. Donc ça, c'est une première chose. Sinon, on peut aussi décider, ok, on est une marque suffisamment ancrée dans le live shopping et les gens nous utilisent. Et là, on pourrait utiliser des plateformes, par exemple, comme Badsender, qui sont vraiment des plateformes que l'on implémente sur notre site web. Il faut aussi que les gens aient l'habitude d'aller voir ce site web. Si votre site web n'est pas beaucoup visité, ça ne va pas être l'idéal d'utiliser ce type de plateforme. Voilà, ça c'est la première chose, c'est se demander, par où est-ce qu'on va passer? Ici, c'est intéressant, ça veut dire que si tu ne passes pas par un Instagram ou un TikTok, tu dois créer une nouvelle habitude chez les gens où ils doivent faire l'effort d'aller sur ton site web. Alors si tu es un ASOS ou un Shein ou ce genre de boîte qui est hyper connue, qui a énormément de trafic, a priori il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas beaucoup de trafic ou que tu es bien positionné, plutôt passer sur un Instagram ou un TikTok. C'est tout à fait ça. Tu as des grosses différences en termes de fonctionnalité entre les plateformes? Les deux, pas forcément. Les deux se valent. Ça dépend aussi de l'image que tu veux te donner parce que certaines marques trouvent encore que TikTok n'est pas assez crédible, malheureusement. Trouvent que c'est un peu trop les jeunes qui font des petites danses. Alors qu'en fait, il y a tout. Alors que TikTok, si tu entraînes ton algorithme, tu vas voir ce que tu veux. Alors si tu as que des danses, c'est à toi qu'il faut te poser la question. Mais TikTok est très fort parce qu'il te donne ce qui te correspond en fait. L'algorithme est incroyable. C'est fou, c'est ultra personnalisé, c'est vraiment impressionnant. Donc en termes de fonctionnalité, non, les deux se valent. Après, l'avantage aussi d'Instagram, c'est que tu peux diffuser en même temps sur Instagram et sur Facebook. Si ton audience aime Facebook et est active sur Facebook, ça peut être une belle manière d'avoir les deux, peut-être une audience un peu plus âgée sur Facebook et un peu plus jeune sur Instagram. Voilà, c'est disons
la petite différence que tu peux avoir. Mhm. Après, bien évidemment, tu peux toujours enregistrer ce live, le monter, mettre sur ta chaîne YouTube et... C'est ça, tu peux le recycler derrière. Ah oui, tu peux. Il y a du contenu qui se crée pendant toute cette durée-là. C'est ça. Tu peux le réutiliser, tu peux reprendre des clips que tu pousses en publicité derrière. Ouais, Ok. c'est vraiment un bon moyen de créer énormément de contenu. Ensuite, on va te demander c'est quoi le but de ce live. Est-ce que ton but va plutôt être augmenter ton nombre de ventes? Mhm. Est-ce que ton but va plutôt être de l'awareness? Parce que voilà, à nouveau, tu vas recevoir une notification, tout le monde va être au courant. Il faut se donner les bons objectifs au bon moment. Ouais. Voilà, et après, on va un peu se poser la question de quoi on veut parler. Mhm. Donc, c'est quoi le sujet? Est-ce que ça va être présenter une gamme de produits, présenter des promotions? Ça, c'est vraiment assez sympa pour le live shopping. Est-ce que c'est plutôt un lancement de produit en exclusivité? Là, les gens vont adorer, ils vont se dire, c'est le seul moment maintenant que je peux l'acheter. Dans un mois, il sort, mais là, si je le veux maintenant, je peux. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, et après il va falloir sélectionner les produits, enfin une fois qu'on a les différents sujets, on va falloir sélectionner des produits. Pour l'instant, Instagram, dans son onglet Live Shopping, peut te permettre de vendre jusqu'à 30 produits par session. C'est énorme, c'est beaucoup, on le conseille pas forcément. Nous, on a fait un petit calcul, on s'était dit que 10 produits, c'était déjà vraiment pas mal. Si tu parles 5 minutes, ça te fait déjà 50 minutes de live. C'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup. Il faut garder les gens autant de temps, quoi. Ouais. Et oui, aussi les gens ne vont pas rester du début à la fin. C'est ça aussi. C'est un usage différent que la TV. Tu t'assieds, tu manges tes chips ou tu fais un autre truc. Tu n'es pas tout le temps attentif. Instagram, les lives, etc. C'est sur le tel. Tu le tiens. Est-ce que quelqu'un va rester 5 minutes à regarder son tel? Pas forcément. Donc ça aussi, c'est un métrique à prendre en compte. Donc voilà, nous, on trouve qu'une dizaine de produits, c'est déjà vraiment pas mal. Si tu veux faire des questions-réponses, ça va te rajouter du temps et c'est vraiment important de répondre à tes viewers. Donc ça, c'est la première chose à faire et après on réfléchit à tout ce qui est technique. Est-ce que le local où on veut, il n'y a pas trop de résonance? Est-ce qu'on veut faire ça justement chez nous, en in-house, ou est-ce qu'on voudrait plutôt se mettre dans un lieu? Imaginons par exemple que tu as une marque un peu trendy, est-ce que tu n'irais pas là où ta cible va? Donc par exemple, faire ça dans un bar à brunch. Et tu vois, et tu manges en discutant, ça te fait une autre ambiance. Est-ce que tu veux être dans un musée par exemple, où là tu vas plutôt mettre en exergue tout le côté artistique de ta marque? Vraiment, la sélection du lieu va aussi voire presque tout autant jouer que la sélection du produit, parce que ça va te mettre dans une ambiance. Ok. Donc en gros, pour résumer tout ce que tu viens d'expliquer, c'est d'abord, je choisis ma plateforme. Ouais. Donc Instagram, TikTok ou mettre en place une solution sur mon site web. Une fois que j'ai ma plateforme, je définis mon objectif. Donc ça peut être de l'awareness ou un nombre de ventes. Donc vraiment définir le type d'objectif qu'on va vouloir fixer, parce que ça va définir tout le reste de la campagne. Exact. Donc j'ai ma plateforme, j'ai mon objectif. Et ensuite, je dois sélectionner quels sont les produits que je veux mettre en avant et combien de produits j'ai envie de mettre en avant. Ouais. Donc on mentionnait qu'on pouvait en mettre en vente 30 articles par session sur Instagram, ce qui est quand même beaucoup. Donc choisir un nombre limité d'articles et une fois qu'on a nos articles, il faut encore choisir le lieu où on va l'enregistrer, en sachant qu'on peut faire ça dans la boîte ou ailleurs, peu importe, on peut faire ça partout. Tant qu'il y a de la 4G ou du Wi-Fi. Oui, c'est ça, tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire. Une fois que tu as choisi le lieu, on va aussi se demander qui va présenter. Oui, c'est là où je voulais en venir. Comment tu choisis ton animateur? Il faut quelqu'un qui soit à l'aise devant la caméra. Il ne faut pas que ça soit gênant. Il faut que les échanges soient fluides. Que s'il y a 10 viewers à un moment, ou même 2, ils se disent pas, il n'y en a que 2. Oui, c'est ça. Il faut que l'influenceur soit, enfin si tu choisis un influenceur, qu'il soit OK avec cet exercice-là aussi. Oui, tout à fait. Et puis, donc voilà, tu vas décider, comme tu disais, soit quelqu'un de la marque qui connaît la marque super bien, soit un influenceur. Alors là, tu peux prendre des méga influenceurs super connus, mais parfois, la confiance que les gens leur accordent est un peu plus basse que des micros ou des nano-influenceurs. C'est ça. Donc ça dépend, à nouveau, de ton objectif. Est-ce que tu veux faire un gros boom et tu prends Chiara Ferragni, ou est-ce que tu vas plutôt prendre des petits influenceurs envers lesquels les gens ont confiance? Après, tu peux aussi avoir cette version de séparer le live et d'inviter plusieurs personnes pendant ton live, que ça soit dans
ton local ou en split screen et ils sont là. Et... Donc voilà, une fois que tu sais un petit peu donc, ton sujet, ton but, les produits qui présentent, là on va commencer à peut-être un peu rédiger, pas un script complet, c'est pas une pièce de théâtre bien évidemment, mais une ligne conductrice. Ouais. Et là, nous, ce qu'on va favoriser, c'est plutôt de penser notre live comme un funnel de conversion. Ok. Donc, au début, les gens vont plus avoir envie d'être informés sur le produit. Après, on va passer en passe de... Donc, une fois qu'ils en savent, ils vont peut-être vouloir acheter et puis après revenir et recommencer avec le produit suivant. Donc, chaque produit et chaque live doit vraiment être ce funnel. Ouais. Et aussi, il faut se dire qu'à certains moments du funnel, on va perdre des gens. C'est pas grave, ça arrive, on va en recatcher d'autres au prochain produit. Okay. C'est intéressant. À noter que, comme tu le mentionnais tout à l'heure, les gens vont et viennent sur un live. Le funnel s'applique à chaque produit que tu vas présenter. Donc d'abord, tu présentes le produit, et puis tu... Donc c'est plein de mini-funnels en fait qui rentrent dans un live. Ouais, c'est plein de mini-funnels qui rentrent dans un live. Et aussi, c'est lui-même un grand funnel parce que si tu as le produit, tu lances un produit, tu ne le lances pas au tout début. Oui. Tu vas essayer de garder tes gens en haleine jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment aussi un ensemble de petits funnels qui en font un super grand. Avec vraiment des boucles de loyauté qui vont revenir au fur et à mesure. Donc c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Ouais. Un truc que je voulais te demander, donc on a mentionné les influenceurs. Bon, ça va dépendre de ta niche, de ton produit, de ton audience, etc. Le live shopping, c'est un truc qui est vachement présent en Chine. C'est pas encore forcément hyper connu ici. Est-ce que les influenceurs qu'on a en Belgique, qu'on a en Europe, sont habitués à ce genre de demandes qui viennent de la part des marques? Est-ce qu'ils sont habitués à ce qu'on leur demande de se mettre en face d'une caméra 50 minutes en live? Comment est-ce qu'ils perçoivent ce genre de demande? Et comment, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils savent ce dont il s'agit, etc. Comment ça se passe? C'est un nouvel exercice, c'est sûr. Après, je pense que si les gens sont à l'aise... c'est à mon avis un exercice qu'ils doivent beaucoup aimer et c'est nouveau aussi même dans la pratique d'être influenceur. On est vraiment passé de cette photo super retouchée à une recherche d'authenticité de plus en plus grande. Et donc je pense que c'est vraiment un exercice intéressant. Après bien évidemment, tous les influenceurs ne peuvent pas le faire, mais c'est comme tu disais un métier à part entière. Donc c'est pas grave si tu ne sais pas le faire. Et je pense que si on est influenceur, on peut dire non à des opportunités parce qu'on n'est pas à l'aise pour le faire. Si on n'est pas à l'aise, nos followers vont le ressentir et vont se demander pourquoi. Donc je pense que il ne faut pas hésiter à dire non, mais que si on se lance, ça ne fonctionnera pas directement du premier coup, mais c'est un exercice. Les premières photos Instagram, elles n'étaient pas parfaites non plus. Les premières vidéos YouTube, elles étaient cringe à crever. C'est sûr. Il y a une courbe de progression et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui vient d'Oussama Ammar qui disait « Ne sous-estimez pas à quel point votre première œuvre ne doit pas être votre chef-d'œuvre. » Et donc voilà, tu le fais petit à petit et tu progresses petit à petit. Donc c'est intéressant de voir ça et effectivement aller là où on est bon. Et il y a certaines personnes qui seront plus à l'aise que d'autres en face d'une caméra en live pendant 50 minutes. Parce que comme on le disait, il faut réussir à maintenir l'intérêt des gens, passer d'un produit à l'autre. Tu dois aussi connaître les produits que tu vas présenter, c'est important aussi. Donc j'imagine qu'il y a une préparation en amont entre la marque et l'influenceur qui présente les produits qu'elle a envie de mettre en avant. L'influenceur doit connaître le produit, savoir en parler. C'est vraiment un exercice différent il doit être convaincu aussi du reste. De ce qu'il présente. Bien sûr. Donc, tout à fait. Ou alors, s'il n'est pas convaincu, il pourrait le dire aussi si c'est une marque qui est ouverte à la critique. C'est justement intéressant. Imagine une nana qui essaye quelque chose pour la première fois, elle aime moins, il faut qu'elle le dise aussi. Donc c'est vraiment... Je pense que les gens maintenant vont vraiment être à la recherche de l'authenticité de la marque, de l'influenceur, de tout, et qu'ils sont habitués maintenant un peu à avoir du bullshit. Mais comme tu disais, le premier n'est pas parfait, et typiquement, on avait regardé un peu des chiffres pour voir pourquoi est-ce que l'Europe était déjà à la traîne par rapport à la Chine, mais pour le téléachat, c'était la même chose. On voit les premiers, dans les 10 premières années, je crois que c'était 1913-1914 aux États-Unis, le premier. Et puis on a dû attendre 1930 et des pour que ça arrive en Angleterre. Et la pratique, c'est vraiment diffusé largement en Europe à partir de 1970.
Donc, tu vois, 60 ans. Ouais, ça prend du D'office temps. que ton premier live shopping maintenant, il va pas être nickel. Ça va aller beaucoup plus vite avec les technologies d'office. qu'on a. Ça va pas prendre 60 ans. Mais là, typiquement, maintenant, il y a 150 chaînes de téléachat en Europe. Bon, maintenant, chacun peut devenir sa propre chaîne de téléachat. Ça va pas prendre 60 ans. Mhm. Mais voilà, c'est à nouveau, c'est vraiment un apprentissage, quoi. Ouais. C'est ça et c'est intéressant de voir que c'est en gros le même principe, mais juste le format est différent, Ouais. la plateforme est différente. C'est vraiment intéressant de constater ça. Après, et je fais un petit aparté, après on reviendra là-dessus, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une espèce de paradoxe entre toutes les préoccupations environnementales, etc., de dire il faut qu'on consomme moins, etc., et de l'autre, tu as ces espèces de live shopping qui arrivent, qui te poussent à acheter en instantané. C'est pas une critique, je trouve ça juste intéressant de constater l'écart qu'il peut y avoir entre les deux. Mhm. Mais si tu regardes des marques comme Shein, par exemple, Ouais. qui ont des partenariats avec des influenceurs où tous les mois, ils leur envoient 10, 15 tenues. Mhm. Tous les mois, tout le temps, avec des codes promo de dingue, alors que la marque ne coûte déjà pas très cher. Ouais. C'est sûr, je pense qu'après, chacun doit se poser ces questions de la manière dont il consomme. Mhm. Bien sûr, s'il y a 1000 téléachats, 1000 live shopping, tu t'achètes pas tout, Non, tu d'office. te poses des questions. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe. Après, voilà, à toi en tant que consommateur et à toi en tant que marque, de voir sur quoi tu mets l'accent, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que Shein, c'est impressionnant, leur modèle est vraiment fou. Mhm. Parce que là, c'est même plus de la fast fashion, c'est de la real-time fashion. Ouais. Je mettrai un article dans la description du podcast et de la vidéo, parce qu'il y a un article hyper complet qui a été rédigé par Packy McCormick dans sa newsletter qui s'appelle Not Boring. Et en gros, il explique tout le processus et comment cette marque fonctionne avec de la real-time data pour aller produire de nouveaux vêtements. Enfin, c'est vraiment intéressant. Aparté, je ferme la parenthèse. Donc, ok, on comprend comment organiser ce live shopping. Ouais. Combien ça coûte à la fin en tant que marque? Est-ce que je dois prévoir un certain budget pour faire les choses bien? Bien évidemment, Ok. ça coûte de l'argent. Et aussi, il faut se dire que le live shopping, c'est un outil en soi dans toute notre plan de communication. Ok. Donc, si on le lance tout seul, ça fonctionnera moins bien que si on avait fait tout en plan de com avant. Ouais. Il faut teaser les gens, il faut que ce live shopping devienne un réel événement. Et il y a pas mal d'outils sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire ça. Instagram, par exemple, une story compte à rebours, les gens peuvent activer la petite cloche et ils ont la notification. Tu peux aussi, ça va arriver en Belgique, pour l'instant c'est en France, mais tu peux annoncer sur tes posts que tu vas faire un live et à nouveau tes followers vont mettre une notification. Si tu utilises des influenceurs, à nouveau il faut qu'ils teasent, il faut qu'ils en parlent. Il y a vraiment tout un processus avant le live shopping, donc tout ton plan de communication à faire, puis ton live shopping que tu rédiges, etc., que tu prépares comme on en a un petit peu parlé. Mhm. Et après, il faut que ce live shopping continue à perdurer, comme on disait tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment une mine d'informations et de contenu à utiliser. Ne pas oublier, si on est sur Instagram et TikTok, de l'enregistrer directement, sinon la plateforme ne peut pas le récupérer pour toi. Que tu sois Jérémy du 35 ou Chanel, une fois que tu as quitté ton live, que tu ne l'as pas enregistré, Instagram ne peut pas le récupérer. Wow. Donc voilà, donc ça c'est très important. Ouais. On le sauvegarde et après, soit directement vidéo en feed, YouTube, où on fait du montage. Voilà, Ok. c'est... Ok. Mais c'est vraiment des... Tu peux pas en fait te dire, demain je fais un... Enfin, tu pourrais, mais il faut le préparer pour que ça vraiment ça ait l'engouement que tu espères, quoi. Ouais. C'est vraiment intéressant. On peut même faire des campagnes en paid pour en parler et justement, du coup, toucher une autre cible qui va s'abonner à nous pour ce live. Mhm. Donc, ouais, très très important de faire une bonne campagne de com après. Ok. Donc en gros, il n'y a pas que les coûts du live shopping. C'est pas que le coût que tu dois prévoir. Je fais un live de 10h à 11h. Mhm. Tu as la préparation en amont que tu dois Ouais. prévoir, communiquer dessus. Ça coûte de l'argent. Et tu as Mhm. aussi tout le coût qui vont venir après si tu décides de recycler ton contenu. Ouais. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites chez Hilarious. Si, admettons, je fais un live shopping avec Mhm. vous, est-ce que vous pouvez aussi m'aider dans le recyclage du contenu? Dans le montage, etc. Ok. Oui, on va réfléchir à ça. Ça, c'est un peu mon rôle en Ouais. termes de content stratégiste, c'est qu'on va voir qu'est-ce qui va être le plus important à garder, des petites séquences sympas, des trucs fun. Mhm. Donc ça, oui, bien évidemment, on va regarder ensemble ce qui serait bon à réutiliser pour la marque. Ok.
Et est-ce que tu as une fourchette de prix ou est-ce que c'est compliqué de dire un budget? Ça dépend vraiment de la marque, de l'influenceur, de la plateforme, etc. C'est compliqué, j'imagine. C'est vraiment assez compliqué de dire ok, ça va te coûter X euros. Ouais. Ça dépend de ton budget, de ta marque. Voilà. Ok. Il y a un minimum? Genre pour toi, est-ce qu'il y a un plancher vraiment, un minimum à mettre pour pouvoir envisager de faire un bon live shopping? Admettons, je travaille avec un petit influenceur, je fais pas un truc trop gros, je veux tester le truc. Je sais pas combien trop. tu dirais qu'il faut mettre, toi? Je sais pas trop. C'est compliqué. Dire un minimum, ouais, c'est vraiment compliqué. Ouais. Je saurais vraiment pas à te dire. En fait, c'est tellement variable. Et même, tu pourrais faire un live shopping limite sans budget que ça fonctionne parce que tu as de la chance, quoi. Ouais. Parce que ce jour-là, à cette heure-là, tout le monde a reçu la notification, n'avait rien d'autre à faire et à regarder. Et tes produits étaient magnifiques. Ouais. Et tu as proposé des codes promo, par exemple. Ok. Il faut aussi se dire que oui, ça a un coût avant, mais c'est du shopping. Les gens, tu as un ROI qui va être assez élevé là-dessus. Si tu le vends bien, les gens vont acheter. Nous, ce qu'on suggère aussi, c'est non seulement de faire de l'awareness sur tes produits, mais aussi proposer des codes promo exclusifs sur tes produits. En fait, ces codes promo, non seulement ils vont mettre les gens dans une situation un peu d'urgence, dans le sens où ça a l'air génial, mais si je ne l'achète pas maintenant, le code promo, il est disparu. Et en plus de ça, utiliser ce code promo, ça va aussi te permettre de traquer qui a vu et qui revient. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, mettre un budget exact des chiffres, difficile. Mais il faut se dire que c'est vraiment un bon outil pour le retour sur investissement de ce que tu fais. Ok, hyper intéressant. Avant l'enregistrement du podcast, on mentionnait un live shopping que vous avez voulu organiser. Qui n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on peut peut-être couvrir pourquoi ça n'a pas eu lieu et sans mentionner ni quoi qui est derrière, mais quelles sont les erreurs qui se sont produites qui ont fait en sorte que ça ne se produit, que le live shopping n'ait pas eu lieu, tu vois? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est très important, c'est qu'un live shopping, si c'est la première fois que tu l'as fait, ça se fait pas du jour au lendemain, mais le faire maintenant, c'est le moment si tu veux être un peu une marque trendsetter, parce que cette vague va arriver, c'est sûr. Donc ça, c'est la première chose. C'est un peu de temps de préparation et si tes expectations sont super hautes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le premier, ce sera peut-être pas ton meilleur, ça va évoluer. Mais si tu veux taper très haut directement et que c'est le premier, il faut aussi laisser du temps de préparation à toi et à toute ton équipe pour sélectionner les produits, etc. Donc il y avait un petit souci, on va dire, de préparation en général. Voilà, et aussi ne pas oublier que, comme on disait, ça nécessite un plan de com conséquent. Donc c'est vraiment cette partie réflexion qui ne se fait pas en 2 secondes 30 la première fois qui a fait que malheureusement ça ne s'est pas fait. Mais c'est vraiment important de le faire et nous on est là vraiment pour épauler les gens dans cette partie réflexion parce que c'est quelque chose de tout nouveau et donc il faut être là pour se prendre par la main et échanger. Nous, c'est aussi très important, cette relation avec le client. On n'a pas envie que le client mette des 1000 et des 100 pour que ça ne fonctionne pas et qu'il soit déçu à la fin. Et pour nous, à chaque fois que ça fonctionne, je ne dis pas ça parce que ça ne fonctionne jamais, mais il faut que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne un petit peu moins bien, on est déçu, même pour le client, quoi. C'est vraiment cette relation de confiance qu'on établit avec le client et que le client établit après lui-même avec ses acheteurs qui est vraiment important pour nous. Donc c'est vraiment la préparation ici qui a posé problème. Vous avez besoin de combien de temps en amont? Admettons, je viens vers vous, je veux faire un live shopping. Hilarious, vous avez besoin de combien de temps en amont pour pouvoir faire quelque chose de propre? Tu vois? Combien de temps vous avez besoin? Alors ça dépend de tes attentes, à nouveau. Si tu arrives vers nous et tu sais déjà quel produit tu vas mettre en avant et quel est ton but, ça nous prendra un peu moins de temps. Je pense qu'en 3 semaines, on peut le faire. Après, si tu veux, par exemple, des influenceurs, que tu ne sais pas quel produit tu veux faire, quel est ton but, que tu viens vers nous juste « Hey, je voudrais faire un live shopping », ça va nous prendre un peu plus de temps parce qu'on va essayer de comprendre avec toi quel est ton but, quel est ton objectif, qu'est-ce que tu as envie de faire, l'influenceur, pourquoi est-ce que tu le mets, qui tu veux, le sélectionner, lui demander si ça... Voilà, s'il est dans une agence, lui-même, il faut parler avec l'agence, le payer, parce qu'il n'est pas gratuit ton influenceur. Même si tu as une négociation qui doit avoir lieu. Voilà, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est vraiment à nouveau en fonction de tes attentes et en fonction d'où tu veux taper et toi, si tu sais déjà où tu vas ou pas. Après, à nouveau, on est vraiment là pour se tenir par la main et
et avancer ensemble, quoi. Ouais, Donc, ça dépend de la maturité de ton projet, ouais. d'à quel point tu as déjà réfléchi au truc avant de venir vers l'agence. Mhm. Parce que forcément, si tu viens juste en disant je veux un live shopping, comme tu le dis, tu as toute la réflexion Ouais. qui doit avoir lieu. Et même, pourquoi est-ce que tu veux faire un live shopping? Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que tu peux mettre en place? Ouais. Parce que, bon, on le disait, hein, c'est quelque chose de nouveau, il faut oser, quoi, en tant que directeur marketing ou responsable de campagne. Il faut oser se dire, ok, on va faire un live shopping pour la première fois, Ouais. quand tu pourrais juste rester dans la zone de confort, j'aime pas ce terme, mais Mhm. c'est un peu le terme qui exprime ce que j'ai envie de dire, où, ok, on connaît les canaux, on sait que si on met 1 euro là, ça nous rapporte tant. Ouais. Mais faut ces oser, canaux, quoi. il y a 10 ans, on ne les connaissait pas. Aussi. Donc, je pense que pour le live shopping, c'est vraiment c'est le moment de se lancer, de se poser la question. Parce que, surtout si on veut se positionner comme une marque un peu innovante, Ouais. c'est le moment. Après, d'office, tout le monde va s'y mettre. Peut-être pas là, maintenant, dans les prochains jours, mais ça va arriver. Mais ça va arriver de toute façon avec la transition de génération qui est en train d'avoir lieu. Ouais. Tu regardes les plus jeunes, ils Allez, sont habitués à ça. La Donc, génération alpha, ils font que ça. Oui, c'est ça. Ouais, Génération les lives, Alpha, c'est quelle année à quelle année? C'est 2010, je crois. Hein. Ouais, c'est en dessous de 2010. Ok. Ce qui est fou, c'est parce que techniquement, légalement, ils n'ont pas encore l'âge d'être Ouais, sur les mais réseaux sociaux. ça viendra, quoi. Parce Ouais. que eux, ils sont. En fait, je disais que c'est une génération, et même la génération Z, hein, mais un peu moins, qui ont sauté le Web 1.0, 2.0 aussi. Ils arrivent directement dans ce niveau-là. Ouais. Donc ça va beaucoup plus vite. Et, C'est la folie. J'ai Ouais. rencontré un enfant, il ne sait pas encore parler, mais par contre, mettre Baby Shark sur YouTube, il ça, sait. il sait. Et t'es là. Oh. Ouais, c'est un peu flippant. Mais, c'est ouf. Vous avez des ressources, vous, chez Hilarius, qu'on peut consulter si jamais on se pose des questions sur le live shopping? Vous avez une newsletter, je crois? Alors, on a notre newsletter, bien évidemment. On a des articles qu'on met sur LinkedIn, sur nos réseaux sociaux. Ouais. On alimente beaucoup de contenu. C'est important pour nous que nos clients et les gens qui nous suivent aient toujours quelque chose à lire, une petite news, une petite info. Donc voilà, et si vous avez des questions, nous contacter. Ouais. Voilà, on est toujours ouvert même à une simple discussion pour voir où le projet mène. Il n'y a jamais de pression de notre part. Oh, maintenant, il faut que tu signes. Ouais. C'est plus chouette quand vous signez, bien évidemment. Mais... C'est sûr, mais au long terme, c'est bien de construire une relation de confiance. Ouais, c'est très important pour nous, mentionnais. cette relation avec le client. Ok. On a couvert pas mal de choses dans le podcast. Donc, on a expliqué ce que c'était que le live shopping, on a expliqué que ça venait de Chine, que ça allait arriver en Europe. Comment est-ce qu'on fait pour en organiser un? Quelles sont les erreurs à éviter? Ouais. On a mentionné le budget, le fait de travailler avec des influenceurs. Avant qu'on clôture, est-ce que tu avais un autre angle, un autre sujet, un autre point que tu voulais aborder par rapport à cette thématique-là? Ouais, pour l'instant, on a beaucoup parlé de tout ce qui était la partie marketing qui allait derrière, mais il ne faut pas oublier que la technique, Ouais. c'est méga important. Ouais. Donc, à la TV, il peut se permettre de dire « Ah, c'est les aléas du direct ». Mais alors, il faut tester sa connexion. C'est super important d'être certain que le lieu où on est va capter de l'Internet pendant suffisamment longtemps. Utiliser speed test. Ouais. On regarde si ça fonctionne, très très important. Ensuite, le micro. Il faut voir à nouveau à quel standard de qualité tu veux te mettre. Mais investir dans un bon micro, c'est pas mal. Et après, parfois, l'investissement n'est pas si haut que ça. Tu peux t'en sortir pour un pas trop gros budget. Voilà, donc un micro, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, il va falloir décider si tu veux filmer ça à la caméra de ton iPhone ou est-ce que tu veux utiliser une caméra professionnelle. Ouais. Si c'est une caméra professionnelle, en fait, tu peux utiliser OBS, enfin Studio OBS, qui va en fait donc te permettre de relier ton live sur Instagram par exemple à une caméra professionnelle et là la qualité de l'image elle va être clean. Nickel. Par contre sur l'écran de retour de ta caméra, faut pas oublier que tu vas le voir en rectangle alors que sur Insta c'est en vertical. Donc ça c'est vraiment important. Et donc ouais, utiliser ces deux choses-là. La technique c'est important parce qu'en fait tu peux pas te permettre de te vautrer, mais techniquement si ça foire à cause de ça, les gens vont être un peu déçus quoi. Ouais. Voilà. Après tu peux aussi décider de mettre un filtre ou pas sur ton live, sur Instagram et sur TikTok aussi. Nous on le déconseille parce que en fait il y a pas mal d'études qui ont prouvé que ça jouait sur non seulement ton produit on va pas le voir, mais les jeunes en fait ils vont s'identifier moins vite à toi si tu utilises un filtre, que ce soit même sur tes photos, mais sur ton live d'autant plus. En fait ça montre que tu n'as pas beaucoup confiance en toi ou en ton produit, tu es obligé de le filtrer
avant même qu'ils sortent. Mais c'est même contradictoire par rapport à l'aspect authentique du truc, en fait. Ouais, complètement. Ouais. Donc voilà, techniquement, je pense qu'on a fait le tour. Tester, choisir le micro et la caméra. Après, c'est sûr qu'il y a certains iPhones qui vont avoir une très très bonne qualité de caméra, mais il faut se poser cette question-là aussi. C'est ça, mais la technique, c'est pas évident. Et encore une fois, on en revient, c'est un métier à part entière. Et il faut réfléchir à ça en amont. Et ça en fait, est-ce qu'on pourrait imaginer que tu aies des boîtes qui se lancent, je sais pas, tu t'imagines un bâtiment, et tu as plein de studios d'enregistrement prêts à l'emploi, et avec des décors différents et tout, et tu as directement tout qui est sur place, et tu loues à l'heure, et tu as juste ton influenceur qui se pointe. Et est-ce qu'on pourrait imaginer ça à l'avenir, tu vois? C'est certain, et même limite, tu n'as pas besoin de ces différents décors. Avec des plateformes comme OBS, tu pourrais faire simplement ton live avec un green key derrière toi. Et donc, du coup, cette sélection de lieux dont on parlait tout à l'heure n'a même pas lieu d'être. Parce que tu peux le faire avec OBS, tout en 3D, sur 3D derrière toi. C'est vraiment, vraiment intéressant. Si on regarde, par exemple, Zalando France, c'était pas en live, mais ils ont fait des vidéos en IGTV, complètement green screen à l'arrière. Un clip de Katy Perry aussi, où ça a été filmé en direct, donc les gens voyaient l'écran vert, etc. Mais quand tu regardes ce que ça donne, c'est ouf. L'Eurovision, la chanson de la Grèce, filmée en green key, et en fait, quand tu regardes ce que ça donne, t'es là. C'est ça, et on arrive à des niveaux de qualité où tu te rends même pas compte que c'est un fond vert derrière. Ah oui, non, et c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant, et ça te permet de plonger en fait ton viewer vraiment dans l'univers de la marque à 100%. Donc ça, à nouveau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de la technique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on conseille pour le premier live? Pas forcément, mais à partir du 3, 4e, 5e, si ça vraiment on voit que ça fonctionne et tout, c'est peut-être le moment d'investir et d'encore plus se détacher des autres marques. Et ce qui est fou, c'est que tu peux créer des fonds mais ultra personnalisés et les modifier hyper facilement. Un exemple qui me vient en tête comme ça, c'est Squeezie, le youtubeur. Son studio, lui, son studio, c'est un fond vert, mais personnalisé, quoi. Mais il n'a pas dû faire des travaux physiques, quoi. C'est un designer, il a fait son truc, et en fonction du thème de la vidéo, il change le fond. Voilà. Alors que il est juste chez lui, dans son bureau, avec un fond vert derrière. Mais la qualité est vraiment bonne, et tu as l'impression qu'il est dans le décor, quoi. C'est des choses que chez Hilarious, on peut tout à fait produire, tout ce qui est fond, l'arrière et tout. C'est quelque chose qu'on fait avec de la 3D ou pas. Excellent. Voilà. Trop bien. Hyper intéressant. C'était hyper chouette comme podcast à enregistrer. Où est-ce qu'on peut renvoyer les gens qui voudraient soit se renseigner plus ou vous contacter? Où est-ce qu'on peut les renvoyer Alors, notre site web, hilarious.be. Et là, il y a un petit formulaire de contact. Sinon, nos réseaux sociaux, on est actifs sur Instagram, Facebook, LinkedIn, Hilarious. Voilà, et sinon, par mail, curious@hilarious.be. Ok, génial. Écoute, merci beaucoup à toi, Smaranda. Merci de m'avoir invité. C'était très chouette.